Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de rentrer chez vous pour vous apporter l'émission Retrouvailles. Merci d'être toujours des nôtres sur la télévision haïtienne de Montréal THM. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant de l'actualité, c'est cette résolution de l'ONU qui autorise le déploiement d'une force multinationale, d'une force étrangère en Haïti. C'est une résolution qui provoque beaucoup de réactions. Les avis sont partagés. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc, est-ce que nous autres, à l'émission Retrouvailles, nous sommes d'accord avec cette décision? Est-ce que ça va aider vraiment à résoudre le problème de sécurité qu'il y a actuellement en Haïti? Et nous allons essayer de voir aussi les différentes missions onusiennes que nous avons connues pendant ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années dans le pays. Donc, en gros, nous allons analyser évidemment cette résolution prise par l'ONU. Je ne suis pas seul, comme vous le savez, j'ai avec moi mon ami, mon frère, James Osney. Bonsoir James. Bonsoir Jean-Louis Sedelva, c'est toujours un plaisir d'être avec toi pour animer, pour analyser l'actualité. Tu l'as dit dans la mise en contexte de cette émission, on va regarder la résolution onusienne qui autorise l'intervention d'une force armée en Haïti. On va regarder les dessus et dessous de cette intervention. On espère, comme à l'accoutumée, les téléspectateurs, téléspectatrices vont être satisfaits de ce qu'on aura à dire tout au long de cette émission. Mais il y avait beaucoup de tergiversations sur en fait, le leadership de cette mission. Au départ, le Canada était au devant de la scène, bien sûr, sur cette question, mais finalement, le Canada s'est retiré. Les États-Unis non plus ne voulaient pas prendre la tête de cette mission, donc aucun pays ne voulait, aucun pays du Nord ne voulait pas prendre cette mission, mais finalement c'est le Kenya qui a décidé d'intervenir. Donc voilà, et c'est le Kenya qui va présider cette mission James Osney. Mais ce que l'on doit comprendre, Haïti, c'est un pays qui a une histoire avec les interventions militaires, que ce soit les interventions militaires onusiennes, que ce soit les interventions militaires américaines. Déjà pour les États-Unis, on en a connu deux, 1915-1934, mais aussi 1994 pour rétablir le président Aristide dans ses fonctions présidentielles. C'est une histoire qui est parfois, ou bien qui est souvent regrettable, parce que ces interventions militaires-là n'aboutissent pas toujours aux résultats escomptés, aux résultats attendus. En conséquence, les pays du Nord qui ont ce passé parfois douloureux ou bien souvent douloureux avec Haïti, ils ont réfléchi à 1000 fois avant d'envoyer une force militaire en Haïti. Le Canada en particulier, c'est beaucoup plus l'acceptabilité sociale d'une intervention canadienne en Haïti. C'est pour cela que la ministre des Affaires mondiales du Canada avait contacté pas mal de leaders dans la communauté haïtienne, pas mal d'organismes dans la communauté haïtienne évoluant au Canada, pour avoir leur point de vue, leurs opinions sur une éventuelle ou une possible intervention canadienne en Haïti. Pour ce qui est des États-Unis, bon, écoutez, on accuse les États-Unis avec raison, bien sûr, d'impérialisme, et ils ne voulaient pas prendre la chance, en tout cas le risque de mener ou bien de conduire le leadership d'une intervention en Haïti. Donc, ils ont recouru au Kenya pour prendre ce leadership-là. Ben, je pense que c'est le Kenya qui s'est proposé, en fait, pour prendre le leadership de cette intervention, mais que ce soit, qu'il soit le Kenya ou qu'il soit un autre pays, de toute façon, il y a de toute façon une main, il y a toujours une main impérialiste derrière la question. Et pour reprendre l'autre, il me semble que c'est une forme de délocalisation de l'impérialisme, parce que l'on veuille ou non, c'est vrai, le Kenya aura le leadership de cette intervention militaire, mais il faut comprendre, de toute façon, ce n'est pas vraiment le Kenya qui va décider. Il y a probablement d'autres mains
derrière cette intervention. Il y a plein d'autres pays, bien sûr, qui vont, on va dire, diriger cette intervention, ou administrer, si tu veux, cette intervention. Mais comme tu l'as dit, John, il s'agit d'une force multinationale. Bien évidemment, il n'y aura pas que des soldats kenyans en Haïti, il y aura des soldats de divers pays membres de l'ONU. Et comme on l'a vu, il y avait, tu l'as dit déjà au début, il y avait beaucoup de tergiversations autour de cette force-là. Maintenant, je pense que le Kenya s'est proposé, mais on ne sait jamais, ou bien on ne saura jamais ce qui a été négocié dans la diplomatie. Et il faut aller voir le rapport qui existe entre l'armée du Kenya et les États-Unis d'Amérique. Il y a un très très bon rapport entre ces deux pays-là. Il y a des accords qui sont en passe d'être conclus entre ces deux pays-là. Donc c'est pour cela que je suis pas mal d'accord avec l'idée qu'il s'agit d'une délocalisation de l'impérialisme en passant par Kenya. Mais c'est pas ça, pour moi, le plus important. Le plus important, c'est de regarder le contexte dans lequel interviendra cette force onusienne. Est-ce qu'elle sera capable, comme tu l'as dit, de résoudre le problème, de regarder, par exemple, les différentes missions onusiennes qui ont intervenu en Haïti, comment ça a été, est-ce que les problèmes ont été résolus? Déjà, on a quand même 30 ans. Parce que la première mission, c'était en 1993, avec la MINUA. Et c'est le Canada qui avait le leadership de cette mission à cette époque. Mais malheureusement, ils avaient cet objectif, savoir pacifier le pays et puis permettre un retour à l'ordre démocratique et on va dire remembrer, si tu veux, les institutions. Mais finalement, c'était un échec cuisant et ils ne sont pas parvenus à répondre aux exigences de l'époque, évidemment. C'est-à-dire les missions onusiennes, de toute façon, que Haïti a connues, n'ont jamais su résoudre la crise. Mais il ne faut pas être dupe non plus. Les missions de maintien qu'on appelle les OMP, ces missions-là, elles n'ont pas l'objectif de résoudre de manière structurelle le problème. Donc, c'est des missions généralement ad hoc qui interviennent juste pour s'attaquer à un problème précis et résoudre le problème de manière ponctuelle. C'est-à-dire, les missions onusiennes n'ont jamais l'objectif vraiment de s'attaquer au problème de façon structurelle. Sinon, si le problème est résolu, il n'y aurait pas cette possibilité d'intervenir une prochaine fois. Donc il faut toujours un justificatif. Donc si le problème est résolu, définitivement ou structurellement, donc les opérations de maintien de la paix, elles n'auront pas leur raison d'être. Donc il faut que le problème soit résolu de manière partielle, de manière cosmétique et non de manière structurelle. Voilà. Ouais. Ben, écoute, je suis d'accord avec toi, et en partie dans le sens que, totalement dans le sens que le problème haïtien n'a pas été résolu, tant et si bien on est face à une situation où l'on doit avoir une autre intervention onusienne en Haïti, tandis que la dernière, c'était il y a peut-être 10 ans. Ben, jusqu'à maintenant, il y a les encore en Haïti avec l'ONU. Le problème n'a pas été résolu. Moi, ce que j'ai envie de dire, il y a un avant l'intervention, il y a un pendant, il y a un après. Peut-être ce à quoi on n'a jamais, ce à quoi on n'est jamais parvenu, c'est à une consolidation de paix. Par exemple, à MINUSTAH, on sait que pendant toute la période 2004-2006, il y avait une opération Bagdad qui faisait rage dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. On tuait les gens, on tirait sur les gens à bout portant. Mais avec l'arrivée de la MINUSTAH en Haïti, ça s'est quand même amélioré. On va se le dire, par exemple, la période 2008-2009,
à Port-au-Prince, on n'a pas entendu toutes ces situations dont on entend parler aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a été fait après pour consolider ces acquis-là en matière de paix et de sécurité? Et c'est là qu'il faut venir avec des projets à vocation sociale, justement pour éviter ceux qui sont plus susceptibles de tomber dans des gangs armés, dans des bandes armées, pour ne pas arriver là. Parce que c'est parce qu'il y a un manque d'infrastructures de loisirs, c'est parce qu'il y a un manque de perspectives économiques, sociales, qui fait que la plupart du temps, des jeunes se réfugient dans des gangs armés, dans des bandes armées. Je pense que la réflexion que nous devons faire aujourd'hui, de toute façon, il va y avoir une force militaire en Haïti, c'est acté par cette résolution-là. Nous devrions commencer à réfléchir pour voir comment encadrer cette force-là qui interviendra en Haïti et comment faire en sorte que cette force ne reproduise pas les mêmes dérives qu'avait produite la MINUSTAH. Moi, je pense qu'on aurait pu éviter justement le déploiement d'une force étrangère dans le pays. On aurait pu éviter ça, dans le sens que si les États-Unis à eux seuls sont prêts à financer cette opération à hauteur de 100 millions de dollars, et je pense qu'il y a une forme est-ce que je peux parler de méchanceté dans cette affaire, parce que, ou cette volonté de ne pas s'attaquer aux problèmes de façon structurelle, parce que le problème de sécurité qu'il y a en Haïti, il est d'ordre structurel. Les gangs armés qui opèrent et qui prennent la population en otage ne sont pas tombés du ciel. Donc ces gangs armés, justement, c'est le produit de tout un processus, c'est une construction sociale, évidemment. Donc le problème de sécurité est très complexe. Ça s'empire dans le pays. Donc c'est vrai, on a un contexte très difficile avec des gangs armés qui prennent le pays en otage et que la population ne peut pas circuler librement. Les actes de kidnapping multiplient dans le pays. Et évidemment, c'est plus de 2000 personnes tuées par balle au cours de cette année. Donc c'est quand même beaucoup, même plus qu'en Ukraine, la population civile. Donc c'est-à-dire, c'est un contexte très difficile. On reconnaît qu'il faut une intervention armée, on reconnaît, mais ça ne va pas résoudre le problème de manière structurelle. Donc pourquoi ne pas penser, évidemment, à envoyer une force militaire, mais en même temps penser aussi à investir dans la formation d'une force de police professionnelle capable de, à la longue, faire face à ce problème-là. Pourquoi ne pas aussi investir dans des projets sociaux? Évidemment, ça c'est très important aussi parce que les problèmes sociaux sont aussi à la base de ce problème de sécurité et qu'il y a dans le pays. Pourquoi ne pas investir à travers des problèmes sociaux où les jeunes, ils pourraient avoir accès aux loisirs, au sport ou à l'éducation, etc., peuvent avoir accès à un minimum vital, quoi. Pourquoi ne pas investir à travers des projets sociaux que d'investir 100 millions dans une opération militaire qui, on va dire, qui va durer 1 an. Donc l'opération militaire qui va se déployer en Haïti, c'est 1 an. C'est-à-dire, est-ce que dans 1 an, 365 jours, donc on sera capable de démanteler donc toute cette kyrielle de gangs armés, de groupes armés qui opèrent dans le pays? Je crois que non. Moi, je crois que le problème doit être attaqué de manière, oui, ponctuelle, mais aussi de manière structurelle. Ouais. Ben, je suis d'accord avec toi et tu me permettras de revenir sur un point, à savoir l'investissement dans la police pour mieux la structurer, pour permettre qu'elle soit mieux organisée. J'ai envie de te répondre qu'on a toujours investi dans la police. La police, elle est tempestée, elle est corrompue, elle est pourrie de la tête jusqu'aux orteils. Il y a un problème. La deuxième des choses, tu l'as dit, il faut comprendre
la crise de l'insécurité comme étant un épiphénomène d'un phénomène beaucoup plus global. Il y a des enjeux à prendre en compte, des enjeux d'ordre économique. On l'avait déjà souligné dans le cadre de cette émission Retrouvailles. On comprend avec le temps que chaque bande armée est dirigée par un cacique. Donc, un cacique qui peut être économique, c'est-à-dire une grande figure de l'économie haïtienne qui peut-être entretient des liens avec des gangs armés pour protéger ses intérêts économiques. Ça peut être aussi d'ordre politique. Ce qui revient à dire, on pourrait dépenser tous les milliards qu'il y a sur la terre s'il n'y a pas une volonté d'abord politique, une volonté sociale collective pour résoudre le problème de l'insécurité en Haïti. On ne va pas le résoudre. Ça prend cette volonté. Ça, évidemment, je suis d'accord avec toi parce que le problème de sécurité, il est aussi notre politique. C'est des groupes politiques qui financent en tout cas, c'est prouvé, les vagues de sanctions que le Canada a imposées en Haïti à ces personnalités. Je crois que, évidemment, oui, il y a une main ou des mains politiques derrière cette question en fait, derrière l'insécurité qui gangrène la population haïtienne. Parce que, évidemment, il ne faut pas être dupe que les bandes armées ne s'opèrent pas dans le pays parce que, tout simplement, elles veulent s'opérer. Il y a évidemment des mains politiques qui financent ces groupes armés à leurs intérêts. Donc je crois que pour s'attaquer au problème, il faut aller à la source. Il faut attaquer le problème en aval et non en amont. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le côté politique de la chose, comme tu as continué avec l'argumentaire que j'allais développer. Mais voyons maintenant le côté économique. Il y a toute une économie parallèle, illicite, qui se développe avec le pullulement des gangs armés dans le pays. Il y a un rapport des Nations Unies, il y a un rapport qui est sorti qui a montré que le trafic illicite d'armes à feu est maintenant beaucoup plus rentable que le trafic de la drogue. Une arme qu'on achète aux États-Unis, en Floride, à 200 $ américains, est vendue sur le marché haïtien à 1000 $ américains ou 2000 $ américains. Donc il y a un vrai commerce illicite avec l'insécurité. Mais aussi, on l'a prouvé, il y a des autorités de la police haïtienne qui ont des compagnies de sécurité. Donc, quand tu as une compagnie de sécurité, cela veut dire que tu vends un service en matière de sécurité. Donc, pour vendre ce service-là, il faut qu'il y ait de l'insécurité, tout simplement. Donc, le paradoxe, celui qui est responsable de garantir l'ordre et la sécurité publique, c'est celui qui a une compagnie pour vendre du service en matière de sécurité. Donc, tout ça, il faut le considérer pour comprendre la question insécuritaire en Haïti. Maintenant, pour revenir sur la question de l'échec des forces onusiennes en Haïti, on en a connu plusieurs, environ 7 ou 8, je ne vais pas les énumérer. Elles n'ont pas réussi, ces forces onusiennes-là. Tant et si bien aujourd'hui, on va en avoir une autre. Mais ce qui n'a pas été fait aussi par les Haïtiens, par les autorités haïtiennes locales, c'est la consolidation. Tu en as parlé. Est-ce qu'au départ de la MINUSTAH, on avait remarqué le développement de grands projets sociaux, de consolidation de paix? Ça, il n'y en a pas. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une opération robuste de maintien de paix. Une opération robuste de maintien de paix, ça va autoriser les casques bleus à intervenir et à démanteler les gangs. Et il va avoir
des dommages collatéraux quand il y a opération robuste de maintien de paix. Il se peut qu'il y ait des maisons qui soient démolies, des routes qui soient démolies, en tout cas parce qu'il faut aller dans le bastion des bandes armées pour les déloger ou bien pour les éliminer tout court. Ben, une fois que ces bandes armées, ces groupes armés soient éliminés, c'est quoi le processus pour éviter que 10 ans plus tard, on a à intervenir encore en Haïti? Et ça, c'est une discussion que les autorités haïtiennes doivent entreprendre avec l'ONU pour savoir c'est quoi le budget pour la consolidation de paix. Parce qu'il faut qu'il y ait un budget au sein de l'ONU pour dire, une fois que nous démantelons les bandes armées, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va investir dans des projets de construction d'écoles? Est-ce qu'on va investir dans des projets de construction de centres de professionnels pour les jeunes des quartiers défavorisés? Est-ce qu'on va investir dans des projets d'hôpitaux? Et c'est en ce sens-là que j'ai envie d'interpeller les forces politiques haïtiennes, que ce soit celles de l'opposition ou celles du pouvoir, à s'asseoir ensemble pour dire, écoutez, ça doit être la dernière intervention onusienne en Haïti. Voici les conditions et qu'on doit respecter. Et la toute dernière chose, je n'ai pas envie que cette force arrive en Haïti et commence par violer nos garçons, nos filles, comme c'est le cas avec la MINUSTAH, ou bien de contaminer nos sources d'eau, comme c'était avec le cas des soldats népalais. Et il est documenté qu'à travers le monde, il y a plus de 20 000 cas d'agression sexuelle, de viol sur mineurs commis par les casques bleus onusiens. Donc c'est une discussion à faire. Je pense que c'est facile aussi à dire que les casques bleus, ils vont démonter les gangs. Mais dans la réalité, est-ce que ce sera facile? Parce que quand on prend la configuration des quartiers, que ce soit Grand Ravine, que ce soit Village de Dieu, où la population civile sert de bouclier aux gangs, aux groupes armés, on se demande est-ce que le même problème rencontré par la PNH, est-ce que, évidemment, ces militaires-là ne vont pas rencontrer le même problème que rencontrent généralement ou habituellement les agents de la PNH quand ils tentent de pénétrer ces endroits-là. Parce que c'est des zones très difficiles. On n'est pas vraiment, on n'est pas spécialiste en matière de stratégie, de militaire, mais de toute façon, il est évident que ça ne va pas être la mer à boire. Ça va être la mer à boire quand même pour ces casques bleus pour intervenir à Grand Ravine ou à Village de Dieu. Comment on va faire? Je pense que ça va être très difficile. Moi, je pense, John Westedelva, la force onusienne qui interviendra en Haïti aura beaucoup plus de moyens techniques et logistiques que la PNH. Déjà, on entend que des pays comme les États-Unis disent je dispose tel montant pour cette force-là. Le Canada, j'ai lu un article où l'Affaires mondiale Canada dit on va envoyer des soldats, mais pour former les soldats qui vont intervenir sur le terrain et pour éviter qu'il y ait des agressions sexuelles sur nos femmes, sur nos enfants, sur nos filles, sur nos garçons. Donc, il va avoir ce moyen technique-là. Mais comme je te dis, il faut que ces casques bleus-là interviennent dans des opérations. Ce n'est pas seulement sécuriser des axes, des axes stratégiques, mais aussi c'est d'intervenir. Ça ne sert à rien d'aligner des chars blindés sur la route nationale numéro 1, sur la route nationale numéro 2, dans nos aéroports et nos ports, si on n'intervient pas directement à Cité-Soleil, à Grand Ravine, et dans la vallée de l'Artibonite, où les foyers de gangs font rage. Donc il faut que... Ou bien sinon on pourrait penser à donner un ultimatum aux gangs armés, c'est-à-dire leur dire, écoutez, si vous ne déposez pas les armes, écoutez, comme Préval l'a dit, c'est soit que vous déposez les armes, soit que vous mourrez.
Et je pense que c'est peut-être l'ultimatum à lancer aux gangs armés. Mais peut-être c'est déposer et remettez les armes. Bon, remettez les armes, évidemment. Parce que quand vous les déposez, vous les gardez chez vous. Je pense qu'il peut d'abord y avoir un processus de désarmement, c'est-à-dire les groupes armés, ils peuvent remettre leurs armes, évidemment, à une commission, peut-être qu'on va monter, si ça existe. Je crois que ça existe. Ouais, il y a une commission de désarmement. Bon, voilà, ça va être la force. Parce que normalement, on ne peut pas venir, on ne peut pas demander aux militaires de rentrer, et puis la première chose à faire, c'est d'aller dans les quartiers et de commencer à affronter les gangs armés. Je ne pense pas que ça ne va pas être le cas. C'est pour ça que je vous dis que cette mission, ça peut être compliqué. Et je doute que la réponse va être rapide. Non, moi John Omesté Delva, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre d'intervention. Il ne faut pas que ça soit une mission qui intervienne dans le vide. Il faut qu'il y ait un cadre. Moi, j'ai toujours parlé, s'il devait avoir une mission en Haïti, il faut que ça soit une mission bien encadrée avec une feuille de route très claire et très précise. Aujourd'hui, la situation, c'est quoi? On a des groupes armés aux intérêts multiples qui sèment la terreur dans le pays. Et j'ai même envie de dire des groupes terroristes. Donc, il faut traquer ces groupes-là. Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait des soldats onusiens qui arrivent en Haïti, comme c'est fut le cas avec la MINUSTA, et qui ont des bases et puis qui n'interviennent pas. Il faut qu'il y ait des interventions. Et ces interventions-là doivent se faire dans des quartiers chauds, comme Cité Soleil, comme Grand Ravine. Maintenant, le côté stratégique de ces interventions-là, je ne peux pas en parler, je suis limité. On sait que la question d'intervention dans les villes, dans des espaces ghettoisés, dans des espaces bidonvillisés, c'est beaucoup plus difficile. Les interventions militaires dans les espaces urbains, c'est beaucoup plus difficile. Mais les militaires savent comment s'y prendre. Il y a des données GPS aujourd'hui. Il est très facile, si on le veut, de traquer un bandit parce que, tout le temps, ils font des directs sur les réseaux sociaux, mais ils le font à partir d'un gadget électronique qui a un numéro de série qui permet d'identifier où se trouve ce bandit-là. Et ce qui est certain, ils le font à temps réel. C'est-à-dire, quand tu vois celui qu'on appelle bandit live, il est live en temps réel. Mais qu'est-ce qui empêche à la police haïtienne, si elle était bien équipée, d'identifier, de localiser le lieu de ce bandit-là et d'intervenir? Qu'est-ce qui empêche de faire cela? Ben, l'explication la plus plausible, c'est parce que il y a une certaine connivence entre les autorités policières, les autorités politiques, les tenants de l'économie et ces groupes armés-là. C'est ça qui va rendre compliqué le travail. Voilà. Et c'est pour ça que je le disais tantôt que le travail, résoudre le problème de sécurité en Haïti, ce n'est pas une mince affaire parce qu'il y a des groupes politiques qui financent les gangs armés, des groupes économiques, tu l'as évoqué, et il y a aussi des agents de la PNH qui sont des agents doubles, qui sont à la fois des policiers et qui donnent des informations aussi, qui fournissent des informations aux bandits. Donc ça veut dire que ça va être un petit peu compliqué sur le terrain. Et en plus, il y a aussi le temps que ça va prendre pour mettre cette stratégie, parce qu'il faut de toute façon une étude de terrain. Ah ben je pense qu'ils ont déjà étudié le terrain. C'est certain. Si tu me le permets vite fait,
on a remarqué les mois passés des bateaux, des bateaux et des avions canadiens, des bateaux dans la rade de Port-au-Prince, des avions qui survolaient le ciel de Mais Port-au-Prince. il y a un groupe de militaires kenyans aussi qui sont déjà en Haïti, je pense, Ben, qui étaient là au départ pour sécuriser les bâtiments publics, etc., Ouais. le Palais national et d'autres espaces Moi, officiels. je pense qu'ils ont des données sur les groupes armés. Ils savent, ils savent, ils connaissent. Je pense que Port-au-Prince, Haïti, c'est une basse-cour des États-Unis. Les Américains ont beaucoup plus d'informations. Je pense que les autorités haïtiennes, si elles veulent savoir quelque chose, elles demandent aux Américains qu'est-ce qui se passe chez moi. Oui, non, mais moi, mon souci en tant que nationaliste, c'est-à-dire euh, nationaliste et réaliste en même temps, je crois que dans la situation où nous nous retrouvons aujourd'hui, il est nécessaire que le problème de sécurité soit résolu, quelle que soit La méthode la méthode utilisée. utilisée. Et évidemment, on va dire que c'est le sol des salines, on ne va pas accepter que des bonnes étrangères foulent notre sol. Oui, je suis d'accord avec cette idée, mais je suis plutôt dans un nationalisme ouvert. Et je crois que d'autres pays, je crois qu'il y a péril à la demeure. Je crois que le pays se meurt. Et il faut porter assistance à un pays en danger. Aujourd'hui, Haïti est en danger et ce n'est pas un problème s'il y a des pays amis, des pays frères qui décident de porter assistance à ce pays en danger. Parce que nous sommes en train de mourir debout en Haïti. Les groupes armés, ils sèment la terreur, ils tuent, ils pillent, ils violent. Et c'est un fait que la police nationale est dépassée par les événements. Donc, c'est vrai que je suis nationaliste, dessalinien, mais je crois aussi que nous ne sommes pas seuls. Je crois aussi que le pays fait partie d'un monde global, qu'on a des amis, qu'il y a des yeux de partout qui nous suivent. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important que nous soyons aidés parce que nous n'avons pas une police nationale capable de répondre immédiatement à ce problème-là. Oui, je suis nationaliste. Oui, je suis dessalinien. Oui, je crois qu'il nous faut cette capacité de nous autodéterminer. Et je crois à l'autodétermination, je crois à la souveraineté. C'est des valeurs sur lesquelles je n'entends guère transiger. Mais James Osney, je crois aujourd'hui, si on veut être réaliste, qu'il est nécessaire que l'on soit aidé militairement. Ce n'est pas un problème si on fait si justement on bénéficie d'une coopération ou d'un soutien militaire, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est l'occupation militaire. Parce qu'il faut faire une différence entre intervention militaire et occupation militaire. Quand il y a occupation, c'est toute l'administration, tout l'appareillage de l'État est sous contrôle de cette force militaire. Et Comme c'est ce là, fut le cas en comme 1915. c'est ça, il y avait une occupation en 1914, 1915. Bon, c'était 19 ans d'occupation, 1935, je crois. 34. Donc 34. Donc, à ce moment-là, l'administration publique était sous le contrôle de l'administration américaine. Les autorités haïtiennes ne pouvaient pas décider de par elles-mêmes, que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau du judiciaire, etc. D'ailleurs, c'est le président américain à cette époque qui s'était enorgueilli d'avoir lui-même écrit de ses propres mains la constitution haïtienne. Et je crois que c'est Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt. Il disait que j'ai écrit la constitution pour les Haïtiens, une constitution pour les Haïtiens, et je m'en réjouis, je suis très fier. Donc on n'est pas rendu là aujourd'hui. Et je crois que dans la situation où nous nous trouvons, il est nécessaire que nous soyons aidés. Ouais. Cependant, nous devons être en mesure de canaliser cette intervention, de prendre, de dire clairement ce que nous voulons, ce que nous souhaitons. Ouais. Moi, John Wesley Delva, on a la même position là-dessus. J'ai déjà discuté avec des groupes d'Haïtiens un peu partout dans la diaspora haïtienne sur cette possible intervention onusienne en Haïti. C'est très difficile pour un nationaliste d'accepter l'intervention militaire étrangère
dans son pays. Je te l'avoue, c'est très difficile de l'accepter. Mais il y a un débat qui s'impose. Et c'est cette question que je pose à ceux qui me disent, ceux et celles qui me disent, écoutez James, nous pensons que c'est pas opportun qu'il y ait une force d'intervention militaire en Haïti. Déjà, on est tous d'accord, et c'est notre point d'accord entre moi et eux, que la police est dépassée, que la police est corrompue, la police est soupçonnée dans du trafic, du transport commun avec les chars qui sont censés protéger la population. On les utilise à des fins commerciales, à des fins pécuniaires. On vend un service. C'est-à-dire quoi? Tu veux te déplacer d'un lieu à un autre, tu peux faire appel au service de la police, mais c'est payant pour cela. On est d'accord. On a soupçonné la police de connivence avec les bandits terroristes. C'est-à-dire, on ne peut pas fier vraiment nos policiers, malheureusement. C'est peut-être parce qu'ils veulent se protéger aussi, parce qu'ils se sont rendus compte que les groupes armés sont beaucoup plus puissants et que la police, ou bien, sont très bien sourcés. Tu vois? Donc, ils ne veulent pas entrer dans un conflit avec les bandes armées qui, parfois, ont le même leadership que... Donc, il y a ce problème en face, que la police est dépassée, et puis les programmes d'immigration, que ça soit le programme de Joe Biden, que ça soit la possibilité de transiter dans des pays du centre des Amériques et de l'Amérique du Sud pour aller aux États-Unis, ces possibilités d'immigration-là viennent affecter de manière considérable, affecter à la baisse de manière considérable l'effectif de la police. Face à cette situation qui prévaut au sein de l'institution policière, connivence avec les gangs armés, fuite massive des policiers vers des cieux plus cléments, il y a une autre chose, c'est qu'il y a des gens qui meurent par dizaines à Canaran, à Grand Ravine, à Croix-des-Bouquets, dans l'Artibonite. Est-ce que ma position de nationaliste patriote est beaucoup plus importante que l'avis de cette jeune fille qui a été violée sous les yeux complices et complaisantes de nos autorités policières? Est-ce que ma position de patriote nationaliste est plus importante que l'avis de ce jeune homme qui s'est fait décapiter, démembré dans le village de Dieu, et c'est chaque jour qu'on enregistre des morts à Port-au-Prince? Moi, j'ai envie de dire que la vie de ces personnes est plus importante que ma position de nationaliste, que mon idéologie de nationaliste. J'ai envie de le dire, et j'ai envie de le dire à haute voix. Et c'est pour cela que je pense un leader doit avoir la capacité, le courage de prendre des décisions difficiles qui vont parfois à l'encontre de ses idéaux. Il faut arriver à un moment où nous sommes lucides. Nous nous disons, nos frères meurent par pile, par bande, par série dans nos villes. Il faut qu'on interpelle les autres à nous porter assistance. Et c'est ça que j'ai envie de dire à les forces nationales. Moi, je crois que nous avons besoin de coopération dans dans d'autres domaines, pas seulement dans le domaine militaire ou dans le domaine sécuritaire. Nous avons besoin de coopération ou d'aide dans le domaine universitaire aujourd'hui. C'est vrai, on ne veut pas être hors du sujet parce qu'on parle de l'intervention militaire, mais alors l'idée c'est de montrer, James Osney, comment il est nécessaire aujourd'hui que le pays soit aidé à plusieurs niveaux.
Évidemment, nous avons besoin de chars blindés, d'expertise en matière de sécurité, mais il y a d'autres domaines aussi qui ont tant besoin d'expertise, de ressources, évidemment, parce que nous avons des problèmes au niveau de l'éducation, au niveau environnemental. Donc si, bien évidemment, il y a un pays qui décide de nous aider en ce sens, que ce pays-là soit la bienvenue. Parce que, de toute façon, on n'est pas seul. On n'est pas seul, on a, on va dire, entre guillemets, des amis. Donc si on a des amis, c'est pour qu'on s'entraide. C'est pour qu'on s'entraide, évidemment. Parce que je me rappelle, et je lisais quelque part dans le temps, le Québec, à un certain moment, ils avaient besoin de professeurs. Et ils avaient une coopération entre Haïti et le Québec, et finalement, Haïti a envoyé des professeurs pour aider le Québec à camper, si tu veux, son système éducatif. À cette époque-là aussi, on envoyait des professeurs en Afrique. Donc, c'est des coopérations universitaires. Donc, on peut aussi avoir d'autres coopérations dans d'autres secteurs parce que nous en avons besoin aujourd'hui. Et ça prend, comme tu l'as souligné, ça prend un leadership. Un leadership qui est capable de monter ou de dynamiser une diplomatie qui irait dans ce sens-là. Parce que c'est un problème, c'est ça aussi la diplomatie. Toi, tu as étudié en diplomatie et relations internationales, donc la diplomatie doit être capable d'aider le pays... D'être au service des intérêts supérieurs du pays. Et d'aider le pays à trouver des opportunités ailleurs. Donc, à Cuba, je crois qu'il y a peut-être cette coopération, je ne sais pas si elle existe encore, cette coopération entre Cuba et Haïti, où des étudiants haïtiens sont allés étudier à Cuba, en médecine, etc., et dans d'autres domaines. Il y avait aussi une coopération du genre avec le Venezuela. Donc, et c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. On ne va pas rester dans un folklorisme ou dans un nationalisme clos pour dire, écoutez, on a besoin de personne, mais non, on a besoin des autres. Et John, si tu me permets, la réflexion qui devait se faire à Port-au-Prince, ou bien qu'on devrait faire à Port-au-Prince aujourd'hui, comment nous pouvons faire en sorte que cette intervention militaire soit la dernière et en même temps le point de départ d'une nouvelle Haïti. Donc on va faire en sorte que nous, élite politique, nous, élite intellectuelle, nous, élite économique, nous entendons pour que plus jamais on a à solliciter les Nations Unies. Parce que ce dont on a tendance à oublier souvent, on a tendance à oublier qu'à chaque fois, c'est nous qui sollicitons les Nations Unies. C'est nous qui demandons de l'aide. C'est nous. À un moment donné, il faut dire, écoutez, 10 ans après cette intervention qui va être déployée, cette force qui va être déployée, on n'aura pas besoin de ça. Il faut qu'on se parle autour de quelque chose. Et c'est cette incapacité qu'il y a, ou bien qui caractérise nos élites, cette incapacité de dialogue, cette incapacité de se dire, on n'est pas d'accord, mais on s'assoit autour de la table ensemble. Parce que l'on veuille ou non, tu l'as dit, nous avons un pays qui est en train de mourir, qui est en train de disparaître. Et l'erreur fatale à ne pas faire, c'est de se dire que les pays ne disparaissent pas. Ça, c'est déjà arrivé dans l'histoire, que des pays ont disparu. Ben, écoute, si c'est déjà arrivé, qu'est-ce qui empêcherait que cela arrive à nous, si on ne se prend pas en main? Donc, toute la réflexion que je suis en train de faire aujourd'hui, et que j'invite les compatriotes haïtiens à faire, c'est de dire, on va recevoir cette force, malgré nous, avec la conscience lourde, mais que ce soit la dernière. Que ça soit la dernière. C'est ça que j'ai envie de dire
aux Haïtiens. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on réfléchisse. Il faut arrêter les petites luttes intestines minables pour des miettes, pour des intérêts dont je ne sais comment qualifier. Il faut se dire à un certain moment, nous avons un pays à construire, assoyons-nous et parlons ensemble. Parlons autour de notre pays. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas entendu d'initiative comme ça, pourquoi l'université haïtienne, privée au public, ne réfléchit pas autour de cette intervention-là. Mais il faut réfléchir avec calme, avec sérénité, parce qu'on ne peut pas réfléchir le pays avec des émotions parfois, je sais pas, il faut être serein dans la réflexion qu'on fait. Absolument, il faut réfléchir aujourd'hui, et c'est peut-être la dernière occasion que nous avons aujourd'hui, et pour réfléchir sur nous-mêmes, sur ce que nous voulons pour ce pays, et réfléchir enfin à un projet de société. Parce que sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est vrai, il y aura une intervention, et c'est signé. Il y aura une intervention militaire bientôt dans le pays. Le Kenya aura la charge de la responsabilité de cette mission. Mais il faut se dire enfin que ce soit la dernière. Et qu'on soit capable de se prendre en main, qu'on soit capable de se dire, écoutez, nous avons notre propre armée. C'est le moment aussi de penser, de former une armée professionnelle, donc capable de sécuriser nos frontières, de répondre, si vous voulez, aux problèmes de sécurité, éventuellement, d'autres problèmes de sécurité, éventuellement, qui pourraient y avoir dans ce pays. Donc, et c'est ça mon vœu. Mon vœu, c'est de voir ce pays se prendre en main, ce pays soit capable de se nourrir lui-même, de se donner à manger, de nourrir sa population. Et c'est de voir ce pays, évidemment, parvenir à une souveraineté réelle, une souveraineté politique, une souveraineté économique. Alors James, on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission. Évidemment, c'est une émission de conversation intellectuelle sur ce qui se passe dans le pays et dans le monde. Et je crois qu'on a eu une très belle conversation aujourd'hui. Ben oui, John, on a échangé autour de cette force qui interviendra incessamment dans le pays. On a essayé du mieux que l'on peut passer en revue certaines forces qui avaient par le passé intervenu. Moi, pour terminer, j'ai envie de dire tout simplement qu'Haïti, c'est un pays que nous aimons tous. Nous le savons, on ne va pas se mentir, nous aimons notre pays. Mais en même temps, un pays souverain, c'est un pays... Nous devons savoir qu'un pays souverain, c'est un pays qui parvient à sécuriser la vie et les biens de ses citoyens. Un pays souverain, c'est un pays qui parvient à mettre quelque chose sur la table de ses citoyens. Un pays souverain, c'est un pays qui est capable d'offrir une vie digne à ses citoyens. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. C'est malheureux, je le dis avec le cœur lourd. Mais si, tu l'as dit la dernière fois, si j'ai le conscience que ça ne va pas, si les élites ont conscience que ça ne va pas, c'est peut-être le point de départ de construire une nouvelle Haïti. Et voilà, c'est la fin de Retrouvailles, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain à pareille heure sur la même chaîne THM, Télévision Haïtienne de Montréal. Au revoir.